Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. En Éthiopie, alors que le pays célèbre le triste second anniversaire du conflit armé, la situation ne semble pas s'améliorer. Mercredi, alors qu'un accord de cessation des hostilités a été signé par les deux parties, le TPLF accuse l'armée fédérale d'avoir mené jeudi une frappe de drone sur des civils. Ils sont près de 8 millions de Soudanais à être menacés par la famine, soit les 2/3 de la population, a averti l'ONU dans un rapport publié jeudi 3 novembre, un niveau qui n'a jamais été aussi élevé. 40 ans de pouvoir pour Paul Biya. Ce dimanche, le président camerounais fêtera 4 décennies de règne à la tête du pays. Une longévité qui lui a permis de voir défiler bon nombre de chefs d'État du monde, de la reine Elisabeth II à Emmanuel Macron. Retour sur ces rencontres en fin d'édition. C'est l'un des conflits les plus meurtriers, selon Amnesty International. 2 ans, jour pour jour, que les forces rebelles de la région du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien se disputent le territoire. Dans ces combats sanglants, plus de 2 millions d'Éthiopiens ont dû quitter leur localité et des centaines de milliers de personnes ont été plongées dans les conditions proches de la famine. Retour sur les origines du conflit avec Mathieu Nicolas. Le 4 novembre 2020, l'actuel Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lance une opération militaire contre le Tigré. Face à l'armée fédérale, les rebelles du TPLF. 2 ans plus tard, l'offensive de l'armée régulière aura pour conséquence une large crise humanitaire. La situation humanitaire au Tigré reste catastrophique. Comme je l'ai déjà dit, le siège de 6 millions de personnes par les forces éthiopiennes et érythréennes est la pire crise humanitaire au monde. À l'origine du conflit, une division politique. Pendant près de 30 ans, le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, est considéré comme le parti dominant dans le pays. 30 ans de règne qui va prendre fin en 2018. Abiy Ahmed est nommé Premier ministre, mais sa nomination n'est pas reconnue par les rebelles tigréens. Mekele est à nous. Elle a été construite avec nos ressources. Nous n'allons pas la détruire. Pas même une seule personne n'a été blessée par l'opération à Mekele. Nous sommes le 4 novembre, dans la République fédérale d'Éthiopie, divisée en 10 régions autonomes dont le Tigré. Le parti qui dirige la région autonome est accusé d'avoir attaqué des bases de l'armée fédérale du Tigré. Addis Abeba réplique et le TPLF et les forces fédérales s'accusent mutuellement d'avoir initié ce qui deviendra une guerre. Le soir du 3 novembre 2020, le groupe illégal du TPLF qui dirigeait la région du Tigré a mené une attaque vicieuse et honteuse contre l'héroïque force des défenses du Nord dans la région. Cet acte est inacceptable, il est illégal, il est inhumain. Conséquence de ce conflit, la catastrophe humanitaire. Près de 2 millions d'Éthiopiens ont été contraints de fuir leur localité et selon l'ONU, près de 10 millions d'entre eux ont été plongés dans une situation de crise alimentaire. Depuis le début du siège, la nourriture, les médicaments et les autres services de base ont été militarisés. Cela fait maintenant plus de 2 mois que la dernière aide humanitaire a atteint le Tigré. Et même avant cela, l'aide parvenant au Tigré n'était qu'un filet d'eau, loin d'être suffisant pour répondre aux besoins. Au terme de 10 jours de négociations, rebelles tigréens et armée fédérale sont parvenus mercredi à un accord de cessation des hostilités. Accord signé sous l'égide de l'Union africaine. Le conflit armé connaît une pause, mais le chemin vers la paix est encore long. Et je précise que les autorités rebelles de la région du Tigré ont accusé ce vendredi l'armée fédérale d'avoir mené une frappe de drone sur des civils malgré la cessation des hostilités conclues le 2 novembre en Afrique du Sud. Et on vient de le voir, cette grave crise humanitaire a poussé le gouvernement fédéral et les rebelles du TPLF, sous l'égide de l'Union africaine, à trouver un accord de cessation des hostilités. Un accord qui autorise les habitants à rêver de paix, mais qui divise aussi la population. Écoutez. Si la trêve avait été faite plus tôt, ça aurait été mieux. Beaucoup de gens n'auraient pas été tués, déplacés et n'auraient pas souffert. Ils auraient réglé beaucoup de choses. Même maintenant, ils ont pris une meilleure option en général. C'est bon pour le pays et la population. La paix vaut mieux que la guerre. Certains points qui doivent être pris en considération doivent être clairs et précis. Et le public doit en être conscient. Et aussi,
La trêve doit être soigneusement mise en œuvre afin que nous ne retombions pas dans la guerre. À part cela, il n'y a pas d'autre option que la paix. C'est agréable de retourner à notre ancienne vie paisible. Même notre économie a été touchée par la guerre. Pour nous tous, la guerre doit certainement cesser, non seulement à cause du problème auquel nous faisons face, mais aussi à cause du problème qui va arriver. Un chiffre à présent, 8 millions, c'est le nombre de personnes menacées par un risque de famine aiguë au Soudan du Sud selon l'ONU, d'après le rapport rendu par l'organisation onusienne face au conflit, à la sécheresse et aux inondations. Si l'aide humanitaire n'est pas maintenue, la situation pourrait s'empirer. Valentine Exantus. Sous les yeux des participants à cette conférence de presse, le rapport des Nations Unies sur l'insécurité alimentaire. Premier constat, les habitants du Soudan du Sud sont menacés de famine. Près de 8 millions de personnes sont concernées par ce risque alimentaire. Le bilan est vraiment triste, 7,76 millions de personnes. Et ce qui est triste est que nous ne mettons pas toujours en évidence qu'1,4 million d'enfants souffrent de malnutrition. Ce sont des enfants dont le développement cérébral pourrait être irrémédiablement détruit si la situation perdure. Dans ce pays devenu indépendant en 2011, la faim et la malnutrition se sont accentuées à cause des inondations, de la sécheresse et des conflits qui touchent le pays. Les experts rapportent qu'avec plus de 2/3 des Sud-Soudanais en insécurité alimentaire, la proportion de personnes menacées n'a jamais été aussi importante. 43 000 personnes risquent de se trouver en situation de catastrophe, phase 5 de l'IPC, c'est-à-dire d'insécurité alimentaire aiguë. Dans certains comtés tels que Akobo, Canal Piji et Fagak de l'État de Jonglei et les comtés de Lier et Mayendid de l'État d'Unity. Selon les Nations Unies, cette menace est grandissante. D'avril à juillet 2023, 62,7% de la population risque d'être confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Pour la ministre sud-soudanaise de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, si le pays parvient à rétablir la paix dans les zones en tension, son pays aura alors fait la moitié du chemin pour résoudre cette insécurité alimentaire qui plane sur lui. Politique à présent. Ce vendredi, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que son pays et la Russie allaient acheminer gratuitement des céréales aux pays les plus démunis, tels que la Somalie, le Soudan ou encore Djibouti. Jeudi dernier déjà, les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens avaient repris après le retour de la Russie dans l'accord céréalier signé fin juillet à Istanbul. Cet accord, qui arrive à échéance le 19 novembre, a permis d'exporter 10 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles depuis le 1er août. Alors que les attaques s'intensifient en RDC et que les rebelles du M23 continuent de gagner du terrain depuis une dizaine de jours dans le Nord Kivu, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la population dans une allocution télévisée jeudi. Pour lui, la jeunesse de son pays doit faire front et s'organiser en groupe de vigilance face à la rébellion du M23. Écoutez-le. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. Entendu par la justice jeudi pour répondre à une plainte pour viol déposée en février 2021, l'opposant Ousmane Sonko maintient sa version. Il s'agit d'un complot politique. Après 3 heures d'audition face aux doyens des juges d'instruction, les avocats de l'opposant se sont dit confiants. Sa mise en cause et son arrestation en mars 2021 avaient provoqué plusieurs jours d'émeutes, de pillages et de destruction qui avaient fait au moins une douzaine de morts.
Je vous propose d'écouter Maître Bamba Cissé, l'un de ses avocats. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par le doyen des juges. Il a, comme vous l'imaginez d'ailleurs, contesté les faits et il a démonté l'accusation. Il a fourni toutes les preuves de son innocence et cette audition était une audition classique. C'est tout à fait normal dans le cadre d'une procédure pénale. Et maintenant, nous allons continuer la procédure judiciaire qui n'en est pas encore à son terme. Et c'est important de relever que le juge d'instruction n'a aujourd'hui aucun moyen de renvoyer l'affaire en jugement. Donc nous escomptons un non-lieu total par rapport à ces faits qui sont des faits inexistants, qui ont été la source d'un plan ourdi par des personnes tapées dans l'ombre qui ont voulu simplement éliminer un adversaire politique. George W. Bush, Elisabeth II, François Mitterrand ou encore Emmanuel Macron. En 40 ans au pouvoir, le président Paul Biya a vu défiler nombre de chefs d'État et de personnalités. C'est le privilège d'une longévité sans pareil. Tour d'horizon des rencontres les plus marquantes à l'occasion de l'anniversaire de ses 40 ans au pouvoir avec Noël Dong et Ahmed Pareizo. Le 26 juillet dernier, Paul Biya reçoit au Palais de l'Unité son homologue français, Emmanuel Macron. Avant lui, le président camerounais a rencontré d'autres chefs d'État français. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou encore François Mitterrand. C'est en 1982, le 6 novembre, que le jeune Premier ministre de l'époque devient président de la République au Cameroun. Après la démission de son prédécesseur Amadou Ahidjo, personne n'avait prédit sa longévité. En fêtant ce dimanche ses 40 ans de pouvoir, Paul Biya fait preuve d'une longévité à toute épreuve. Lui qui, en 1984, a failli être emporté par une tentative de coup d'État. 4 décennies de pouvoir plus tard, le chef d'État camerounais fait partie d'un cercle fermé qui aura côtoyé un grand nombre de hauts dirigeants de ce monde. Tous ont échangé un jour une poignée de main ou une accolade avec le président camerounais. Au pouvoir pendant la présidence de Ronald Reagan, le président Paul Biya aura connu 7 présidents américains, dont Barack Obama. Sous sa présidence, nombreux sont les dirigeants du monde qui ont aussi été accueillis au Cameroun. Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le prince Charles, l'actuel roi d'Angleterre, pour ne citer que ceux-là. Avec sa longue expérience au pouvoir, le président Biya fait partie de ceux que ses homologues africains considèrent comme un sage. Infatigable apôtre de la paix, il a contribué dans la discrétion qui le caractérise à la résolution de nombreux conflits en Afrique. Lui qui, le 6 novembre 1982, avait fait de la paix l'axe majeur de sa diplomatie. En juillet dernier, lorsqu'il reçoit à Yaoundé Emmanuel Macron, le journaliste de Radio France Internationale lui pose une question sur sa succession. La réponse du président est presque applaudie par l'assistance. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Début de la campagne présidentielle en Guinée équatoriale. Jeudi, le président Teodoro Obiang Nguema, candidat à sa réélection, a officiellement lancé la campagne avec un premier meeting. Le 20 novembre, il affrontera dans les urnes 2 candidats. Andrés Essono Ondo, candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, et Buenaventura Montsui Asumu, candidat du parti de la coalition social-démocrate. Au pouvoir depuis 43 ans, Obiang brigue un 6e mandat consécutif, en tout cas c'est son souhait. Au total, près de 428 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales sur plus de 1,4 million d'habitants. La lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Des sujets qui ont occupé la session inaugurale du comité de coordination des politiques nationales de lutte contre ces fléaux. Les assises se sont tenues à Brazzaville, en République du Congo, sous l'autorité du ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye. Reportage Louis-Marcel Satou.
Élaborer et coordonner les politiques et les activités visant à lutter au niveau national contre les 3 fléaux qui sévissent à l'échelle mondiale, à savoir le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes conventionnelles. Telle est la lourde mission assignée aux membres de ce comité de coordination des politiques nationales de lutte contre ces fléaux. Au moment où vous vous apprêtez à mettre le pied à l'étrier, je vous exhorte à faire en sorte que vos travaux affûtent les armes de l'efficacité du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. À cet effet, il vous faut avoir à cœur les 2 impératifs que représente. D'une part, des observations découlant de l'évaluation de notre dispositif en lien avec le manuel de procédure du GABAC. Et d'autre part, l'échéance fixée à notre pays par le GAFI en vue de notre nécessaire mise à niveau. Cette échéance, chacun sait, couvre la période allant de juin 2022 à juin 2023. Les résolutions obtenues permettront donc d'assister les pouvoirs publics, les acteurs économiques, sociaux, financiers et non financiers, monétaires, ainsi que la population dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de les sensibiliser davantage sur la nécessité de cette lutte. Le négociant Glencore, condamné à Londres pour des faits de corruption en Afrique, la ville de New Delhi en Inde qui ferme ses écoles en raison du niveau de pollution et l'espace aérien au-dessus de la Méditerranée fermé pendant 1 heure. C'est le reste de l'actualité réalisée par Lorraine Mabou. Le géant suisse du négoce de matières premières, Glencore, a été condamné jeudi par la justice britannique à payer 280 millions de livres, soit 320 millions d'euros, pour des faits de corruption en Afrique. Il s'agit là d'un jugement sans précédent. Une enquête a été lancée en 2019. Elle a révélé que le géant suisse avait versé, par l'intermédiaire d'employés et d'agents, des pots de vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars. L'objectif était d'obtenir un accès préférentiel au pétrole du Nigeria, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Guinée équatoriale et du Soudan du Sud, par des dispositifs sophistiqués pour dissimuler des faits délictueux à des fins de corruption. À New Delhi, les écoles primaires seront fermées à partir de ce samedi en raison du niveau dangereux de pollution atmosphérique. En hiver, l'air vicié par les brûlis agricoles, les émissions industrielles et routières stagnent et se répand dans la mégapole de 20 millions d'habitants. Ce vendredi, le niveau de particules dans l'air était 25 fois supérieur au niveau maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Delhi est en tête de liste des villes polluées selon le classement de la Société suisse de surveillance de la qualité de l'air, ICAR. En 2020, une étude lancée a attribué 1,67 million de décès à la pollution atmosphérique en Inde, dont près de 17 500 dans la capitale. Les écoles resteront donc fermées jusqu'à ce que la situation atmosphérique s'améliore. L'espace aérien au-dessus de la Méditerranée a été fermé entre 9h30 et 10h30, ce vendredi au sud de la Corse, en Espagne et au Portugal. Cette fermeture a été décidée en raison des risques de retombées de débris d'une fusée chinoise dans la Méditerranée. Ces débris ont finalement terminé leur course dans l'hémisphère sud. Le seul dommage causé est le retard dû au stationnement temporaire des avions. Des retards ont ainsi été constatés dans plusieurs aéroports espagnols, dans les communes de Bastia et d'Ajaccio, en Corse. Au lendemain de l'injure raciste prononcée à l'Assemblée nationale contre le député LFI Carlos Martens Bilongo, ce dernier s'est exprimé lors d'un rassemblement cet après-midi aux abords du Parlement. L'occasion de dénoncer la violence des propos. Le bureau de l'Assemblée nationale, la plus haute instance collégiale, s'est prononcé et a demandé la sanction la plus sévère, une exclusion de 15 jours du député RN de Fournas. Écoutez le député LFI. Cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit
Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4 h du matin, je suis femme de ménage, je travaille dans le métier du service, restaurateur, et continuellement j'ai des insultes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français se font insulter. Et pour comprendre cette décision, je vous propose de revenir sur les faits. Hier à l'Assemblée nationale, alors qu'il posait une question sur l'action humanitaire de SOS Méditerranée, le député LFI Carlos Martins Bilongo est interpellé par des propos racistes tenus par un député du Rassemblement national. Une séquence filmée qui a provoqué une onde de réaction. Retour sur l'affaire avec Mathieu Nicolas. Il est aux alentours de 17 h lorsque le député NUPES du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, est coupé au milieu de sa prise de parole par une interpellation raciste. Détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Qu'il retourne en Afrique, ce sont les mots du député Rassemblement national, Grégoire de Fournas, alors que son collègue insoumis évoquait le sujet d'un bateau de migrants bloqué en Méditerranée. Des propos racistes qui ont provoqué des huées dans l'hémicycle. Des députés ont même scandé dehors. La présidente de l'Assemblée nationale n'a pu que suspendre la séance. À la sortie, le député du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, était plus que révolté. Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Depuis 4 mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement national. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être renvoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie. J'ai eu tous les métiers du monde. Aujourd'hui, je suis député de la nation et me faire insulter, c'est totalement honteux. De son côté, le député RN s'est défendu et expliqué que sa phrase avait été détournée par la France insoumise. Il affirme qu'il ne parlait pas du député insoumis Carlos Martins Bilongo, mais du bateau de migrants bloqué en mer Méditerranée. Pourtant, le compte-rendu de séance précise bien que ses propos étaient au singulier. Pour le ministre des Solidarités, ce sont des paroles insupportables. C'est du racisme pur. Il faut condamner ces propos avec la plus grande fermeté. Voilà, moi, j'observe juste que la stratégie du Rassemblement national de notabilité a craquelé hier. C'est juste insupportable et encore une fois, il faut le condamner. L'incident de jeudi renvoie le RN au pire moment du parti de Jean-Marie Le Pen. Avant de connaître la sanction prononcée par le bureau de l'Assemblée nationale ce vendredi après-midi, nul doute que ces propos racistes vont laisser de profondes traces dans les semaines qui viennent dans un hémicycle déjà divisé. Il ne reste que 2 semaines avant le lancement officiel de la Coupe du Monde. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'heure est au dernier préparatif dans la capitale qatari Doha. Les drapeaux des 32 nations en compétition dominent les avenues qui seront remplies de centaines de milliers de fans après le début du tournoi le 20 novembre. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud et excellent week-end.